Alors voilà, on va bientôt commencer les 2-3 derniers retardataires là-bas. En avant. Bon, moi je ne vais pas vous la faire très longue ce soir, hein. Je vais surtout laisser les deux professeurs s'exprimer. Mais je vais peut-être revenir avant de leur donner la parole et de leur laisser la possibilité d'expliquer plus largement leurs responsabilités de domaine. Moi je vais peut-être revenir un tout petit peu en arrière avec un certain nombre de choses que j'ai plus ou moins brodées déjà à l'occasion des vœux printaniers, à l'occasion de 2-3 discussions lors d'un BDA. Enfin, c'est des discussions que j'ai déjà eues avec vous. Mais je tiens quand même à en reparler un petit peu parce que c'est vachement important en fait. Voilà, l'école a mis en place ici un programme pédagogique qui tient sur 2 domaines. Moi, je vous dis franchement, je vous l'ai déjà dit, c'est la raison principale pour laquelle j'ai candidaté au poste de direction, puisque je pense qu'il y a une vraie intelligence dans le fait d'avoir identifié ces 2 sujets. Et ce que je vais essayer de vous dire, c'est que c'est un choix évidemment important, c'est l'un ou l'autre. Ce qui est important dans ces choix, c'est surtout considérer qu'ils ne sont pas opposés ou ils ne sont pas en bagarre l'un avec l'autre, ils sont plutôt extrêmement complémentaires et l'un interroge la figure inverse de l'autre. Et tout ça pour dire que c'est vraiment important, à la fois d'un point de vue politique, de ne pas opposer ces 2 domaines, autant d'un point de vue intellectuel, c'est également important de ne pas les opposer, mais de les comprendre dans une question dialogique en fait. Alors voilà, je vais pas vous emmerder trop longtemps avec ça, mais c'est important en fait, c'est important de le comprendre pour la paix sociale dans cette école et pour l'intellect et l'intelligence qui vous permet d'articuler les choses les unes à la suite des autres. Je vais peut-être revenir sur un exemple que j'ai donné aussi il n'y a pas très longtemps. Et donc voilà, ces 2 grands domaines, mais ils vont vous l'expliquer mieux que moi. Moi, je les comprends d'une certaine façon dans cette notion dialectique, dialogique. C'est la question du projet, la question de la condition du projet, qu'est-ce qui est autour du projet, qui est alimenté par le projet, alimentant le projet. Le projet en architecture, c'est la question du faire. La question du contexte, c'est le pourquoi faire, que faire, faut-il faire, doit-on faire, etc., etc. Et vous voyez bien que l'un est dans l'autre. Et l'architecture n'existe pas sans son contexte, au même titre que le contexte n'existe pas sans l'architecture qu'il constitue. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir la lisibilité de domaines d'études, en fait. C'est des domaines d'études, mais c'est aussi des langages, si on veut, c'est des outils, si on veut. C'est la question esthétique, la question paysagère, la question de la construction de récits, au même titre qu'il y a l'apprentissage de la construction d'objets architecturaux, si on veut. Voilà, vous saisissez un peu cette nuance, et par exemple... Et ça, c'est quelque chose dont vous aurez l'occasion peut-être d'aborder, une question que vous aurez l'occasion d'aborder plus tard et dont on discute pas mal dans le laboratoire, donc plutôt au niveau du doctorat. Ce qui va être intéressant, c'est que cette lecture des 2 grands sujets, des 2 grands outils de réflexion et d'approche conceptuelle, c'est vraiment juste 2 approches conceptuelles emboîtées l'une dans l'autre. Bon, ces 2 grands domaines, ils existent aussi en laboratoire. Ce qui va être intéressant pour la question des doctorats et dans les laboratoires d'architecture, c'est éventuellement de pouvoir faire une thèse, les 2 pieds dans un domaine, les 2 pieds dans l'autre domaine, de faire une thèse, un pied dans chaque domaine, ou les 2 pieds au milieu des 2 domaines. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Ce qu'il y a, c'est que autant la partie du master va affirmer assez clairement des méthodologies de travail, des sujets de recherche. Progressivement, je pense que vous allez apprendre à peut-être regarder un domaine avec les outils de l'autre, etc., etc. Et c'est là que j'en arrive à la petite exposition qui avait eu lieu dans la salle d'exposition là-bas, où au fond, les S9 l'an dernier ont travaillé sur un sujet a priori plutôt du domaine transition, on va dire ça comme ça, puisque c'est le grand paysage, le grand territoire Nord Saint-Étienne, et a priori les outils, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, et qu'il faut comprendre la richesse de l'emboîtement des choses. A priori, les outils du grand territoire, c'est la cartographie, le dessin. Bref, la vision, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle, c'est la première série des atlas, c'est les atlas géographiques, ceux qui nous permettent de regarder le monde depuis le haut vers le bas et de l'écraser dans une perspective, ou en tout cas dans une représentation orthogonale. Voilà, sauf que tout l'intérêt de cet atelier, ça a été justement d'essayer de décrire ce territoire, je dirais le territoire a priori plutôt du domaine transition, avec le répertoire conceptuel plutôt associé au domaine fact. Et donc de décrire un territoire par l'installation, il y a eu les photographies, la vidéo, le dessin, un autre type de représentation, et ça ouvre à un autre type d'imaginaire que sont les autres types d'atlas,
puisqu'il y a les atlas de géographie, mais il y a les atlas qui sont également des collections d'images, des montages, des relations entre les images. Ça, et au fond, je ne sais pas si vous connaissez la mythologie et les atlas. Qu'est-ce que Atlas, une des divinités grecques, portant le monde sur ses épaules. Portant le monde sur ses épaules, c'est comprenant en fait la réalité de cette petite planète. Et cette réalité, on peut la décrire de deux façons, en fait, de plein de façons différentes. Mais voilà, je sens que je m'embrouille un peu dans mes explications. Mais tout ça pour dire que, voilà, ce qui est important, c'est de bien saisir la distinction entre ces domaines, mais de bien saisir que derrière cette distinction, il y a nécessairement un entrelacement, un emboîsement et une situation dialogique dont on va hériter et profiter à l'échelle de l'école, en fait. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais vous dire. Frédéric, premier professeur, va commencer et le second va suivre après. Donc, bonsoir. On n'a pas eu l'occasion de discuter de ce domaine d'études pour l'instant. Alors, c'est vrai que le format de ce soir est un peu court et il n'y aura sans doute pas le temps de discuter. Ce que je voulais dire aussi, c'est que comme moi je suis un nouveau enseignant, un peu nouveau, en tous les cas en projet, pour beaucoup je suis nouveau, parce que j'ai surtout enseigné en première année jusqu'à présent, même si je fais des cours, j'ai dû vous croiser dans un cours. Je me rendrai disponible si nécessaire, s'il y a un groupe d'entre vous ou un certain nombre d'entre vous qui veulent reposer des questions, enfin interagir en fait sur cette question du domaine de transition. Je me rendrai disponible, notamment par exemple d'ici la fin de la semaine, puisque je reviens jeudi, vendredi, j'ai deux longues demi-journées de cours. Donc moi je m'appelle Frédéric Bonnet, je suis donc professeur comme Pierre Albert, d'ailleurs on se connaît très bien depuis très longtemps. Effectivement, il n'y a pas d'antagonisme aucun, je pense qu'on partage beaucoup de choses. On est responsable chacun de domaines contrastés. Moi, je suis à l'origine en fait du texte refondateur d'un nouveau master qui s'appelle Transition, qui évidemment réintègre des enseignements qui existaient dans l'école et qui sont insérés en fait dans cette perspective, avec des nouveaux enseignements à partir de l'année prochaine, en tous les cas, puisque pour l'instant, je n'intervenais pas en master, et l'année prochaine, je serai là en diplôme, en S9, et je suis aussi là en S5, c'est pas dans le master, mais pour dire, enfin, j'ai des nouvelles positions dans l'école à partir de l'année prochaine. Cette question... Alors, il y a une équipe qui est très nombreuse, qui est faite de personnalités de disciplines et de générations tout à fait différentes, que vous connaissez pour la plupart, j'imagine, avec une structure... Donc les masters, c'est une structure sur M1, M2, sur 4 semestres, avec... donc, enfin, je le redis, mais vous le savez, qu'en fait, vous choisissez un master, donc vous restez dans le master normalement pour M1, M2. Après, vous avez la possibilité, à la fin du M1, de... C'est vrai qu'il y a peut-être des collaborations plus évidentes verticalement, là, un petit peu comme le tableau le représente, mais c'est-à-dire qu'à la ligne bleue intermédiaire, normalement, on peut changer de colonne, quoi, en gros. Mais les grands changements, alors vous connaissez, il y a le S7 de Sylvana Segapelli qui revient l'année prochaine, il me semble, Marie-Clément en S8, Thibaut Maupoint de Vandel en S7, André Saulnet en S8, donc il y a 2 choix pour le S7, 2 choix pour la suite. Ensuite, S9, S10, c'est le même fonctionnement. Donc, ce qui existait déjà, S9, Jean-Michel Dutreuil et Daniel Fanzuti en S10. J'ai mis que les responsables principaux, évidemment, les équipes sont plus nombreuses, mais j'ai mis les figures clés, quoi. Et sur la colonne de gauche, on a un recrutement, donc j'ai mis X, parce qu'en fait, on ne sait pas encore qui c'est, mais moi, j'ai souhaité qu'il y ait un nouvel enseignant sur le S9, pour que je ne sois pas à fond sur le S5, à fond sur le S9, à fond sur le S10, mais je serai quand même présent dans le S9, et le S10, dont je serai responsable à partir du 2e semestre l'année prochaine. Et puis, il y a l'idée aussi de recruter un ingénieur un peu spécialisé dans la transition écologique. C'est une nécessité, enfin, je vais en parler, mais ça me paraît une dimension nouvelle à intégrer pour les architectes qui vont travailler dans les années qui viennent, qui sont vous, en fait, votre génération. Il y a une manière un peu différente de penser le rapport à l'énergie, le rapport à la matière, le rapport au flux, le rapport à la nature, etc., qui implique des compétences complémentaires à celles de l'architecte que je souhaite incrémenter dans l'équipe. Voilà. Donc ça, c'est le tableau général. Après, vous connaissez, je ne vais pas aller dans le détail, il y a des séminaires, il y a toute une série de questions de mémoire, etc., mais je me suis concentré sur le projet. Le master de transition, alors c'est
c'est pas l'unique question, mais moi, il me semble qu'il y a des enjeux aujourd'hui écologiques et sociaux. Bon, là, le rapport du GIEC, évidemment, vous devez connaître, j'espère. C'est bien de les lire, même si c'est un peu déprimant. Est assez explicite sur les questions écologiques, notamment tout ce qui est lié au changement climatique. Ce n'est pas la seule question sur la question écologique. Il y a la biodiversité, il y a toute une série de choses. Il y a la question de l'épuisement des ressources. Il y a toute une série de choses qui nous interpellent. Et puis, il y a les questions sociales, de manière plus générale, de croissance des inégalités sociales, de difficultés peut-être d'ordre démocratique, de questions d'inégalité, etc., qui interpellent aussi l'architecture. Alors évidemment, l'hypothèse, c'est l'architecture, c'est d'abord proposer des solutions construites et dessinées, etc., pour des transformations finalement, pour répondre à un certain nombre de besoins. Donc il y a un aspect disciplinaire qui est propre à l'architecture, que moi j'intègre complètement, notamment des questions de langage, des questions de disciplinaire, d'histoire, de manière de référence, etc. Et puis il y a la question sociétale, qui sont absolument pas incompatibles pour moi. Et dans l'histoire de l'architecture, d'ailleurs, on s'aperçoit que, y compris dans les traités historiques du XVe siècle, etc., l'architecte se positionne par rapport à des besoins, quoi, au sens général du terme. C'est-à-dire qu'en gros, notamment sur la question climatique qui est présente très tôt, sur comment on s'abrite, mais aussi sur la gestion des ressources, sur l'économie, sur le rapport à la nature, etc. C'est déjà des choses qui sont très présentes. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'est pas isolé dans notre bulle d'architecture. On communique avec toute une série de questions par ailleurs. Donc, pour dire aussi que moi, je pense que dans les écoles, pour l'instant, par rapport à des défis assez simples, hein, qui sont... je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, mais en gros, j'ai juste pris un exemple de Nantes. La partie simplement hors, j'allais dire, importation-exportation au niveau international, sur la partie domestique en fait, de l'émission de carbone, on est aujourd'hui à 5,1 tonnes de CO2 par an et par habitant. Il faudrait, en 2050, si on respecte les accords de Paris, c'est des choses qui devraient vous intéresser, parce qu'en 2050, moi, je serai très vieux déjà, mais vous serez en pleine force de l'âge et sans doute avec des conditions très difficiles, beaucoup plus difficiles que celles d'aujourd'hui. En gros, il faudrait diviser par 4, d'accord ? Diviser par 4, diviser par 5, ça dépend des coefficients qu'on utilise. C'est simple, hein, ça veut dire que si aujourd'hui on utilise la voiture 5 fois par jour, il faut l'utiliser qu'une fois par jour. Et ça, c'est vraiment pas facile, quoi. Et la part de l'urbanisme, la part de la construction, la part du construit, en fait, occupe une part prépondérante, en fait, extrêmement prépondérante. Vous voyez, en gros, c'est le bleu plus le jaune, ça correspond à l'architecture et à l'urbanisme, quoi, grosso modo. Donc c'est un peu plus des 2/3 des émissions de carbone qui sont liées à notre manière de vivre, d'accord ? Notre manière d'habiter, notre manière de vivre, notre manière de se déplacer. Donc à un moment donné, il faudrait dès maintenant que ça change. Ça pose des très grosses questions d'acceptabilité, ça pose des questions de méthode. On ne peut vraiment pas travailler comme on a travaillé jusqu'à présent. En même temps, il y a une sorte d'inertie qui fait qu'on continue de travailler comme jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais partout, y compris à Saint-Étienne, quand il y a des immeubles qui se construisent, c'est en voile béton avec des grues, on construit comme au XXe siècle. Ça pose des vraies questions. On ne sait pas le faire aujourd'hui véritablement à des prix qui permettent de rendre accessibles, socialement parlant, les architectures qu'on veut faire différemment. Il y a une vraie question de rapport entre l'accessibilité sociale, les inégalités sociales et la question écologique. C'est un vrai sujet, en fait, qui devrait être le sujet central des écoles d'architecture aujourd'hui, dans tout ce qui concerne le rapport à la société, en tous les cas. Bon, il y a évidemment, moi, je suis plutôt un optimiste. Je veux pas, ce qui m'intéresse, c'est de développer en fait des méthodes, de la prospective, etc., qui fait qu'on se place dans une position optimiste, c'est-à-dire qu'en fait, l'architecture ne peut pas tout, mais elle peut contribuer à des améliorations. Et donc, en tant qu'architecte, on doit se positionner, on doit faire de la recherche, on doit proposer des choses, on doit s'interfacer avec d'autres qui en fait travaillent dans le même sens, etc. Ça paraît absolument déterminant. Et puis, j'allais dire que la question de la transition, moi, je la vois sous 3 aspects. Il y a une question sociétale que j'ai évoquée, là, d'accord ? Question de dimension sociale et écologique, le fait qu'il faut arrêter de parler de crise. En fait, on n'est plus dans une crise, on est dans une sorte d'état permanent qui va en se dégradant. C'est plus l'idée d'une crise. La crise, elle est temporaire. Là, on n'est pas temporaire, on va dans une...
Donc il faut s'adapter, il faut atténuer les choses, c'est assez difficile, ce qui suppose des modes de vie différents, qui suppose des imaginaires différents, une économie de moyens sans doute beaucoup plus importante, un rapport aux ressources qui est différent, la question du partage aussi, les usages, la manière dont on mutualise les choses, dont on partage les choses, qui va aussi dans le sens d'une économie plus importante, des économies de moyens. Donc il n'y a pas que des dimensions matérielles, il y a des dimensions immatérielles, en fait, qui sont celles de la manière dont on habite les lieux, nécessairement différemment, si on veut les rendre plus optimaux, enfin, quelque part optimiser les choses. Et j'ai même ajouté cette question de l'exercice de la démocratie, parce que je trouve que, j'en parlerai peut-être, je peux évoquer ça tout à l'heure, mais je l'avais beaucoup défendu quand j'étais commissaire du pavillon français en 2016, avec les AJAP 14 dans l'expression nouvelle richesse, c'est-à-dire que les projets architecturaux, c'est bien plus qu'une réponse à la commande, c'est souvent l'occasion d'un débat public renouvelé, réactivé, réanimé, etc. Les gens se mobilisent autour de, je sais pas, d'une nouvelle école, d'une nouvelle crèche, d'une nouvelle place, et puis tout d'un coup, il se passe des choses entre les gens parce qu'ils discutent, parce qu'ils partagent des contradictions, ils les résolvent et tout ça. Et c'est aussi, être architecte, c'est aussi participer à quelque chose qui nous dépasse, qui engage toute une série de gens autour d'une transformation particulière de notre milieu et qui est très stimulante. Enfin, je trouve, moi, personnellement, très stimulante. Ça va... c'est pour ça qu'il y a naît sa transition avec l'idée qu'il y a une transition disciplinaire. C'est-à-dire que construire, par exemple, différemment aujourd'hui, c'est pas qu'un problème technique, c'est même certainement pas un problème technique. C'est par exemple, c'est d'abord un problème territorial. Moi, je pense que la question constructive aujourd'hui, on la pose de manière territoriale, c'est-à-dire dans quel territoire, avec quelle telle ressource on construit comment, en fait. Ça, c'est... Et ensuite, il y a une dimension culturelle très forte dans tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce que ça produit en termes de langage, en termes de strictement un peu disciplinaire, c'est-à-dire qu'en tant qu'architecte, qu'est-ce qu'on a à proposer, pas forcément de nouveau, mais qu'est-ce qu'on a à proposer comme interprétation poétique, esthétique, etc., d'un nouveau rapport à la matière, d'un nouveau rapport à l'énergie, d'un nouveau rapport au territoire, d'un nouveau rapport aux ressources, d'un nouveau rapport aux usages, etc., etc. Ça pose donc des questions éminemment architecturales qui étaient instruites très précédemment et puis très longtemps en fait dans la tradition architecturale, mais qui aujourd'hui se renouvelle d'une manière absolument radicale, absolument manifeste. Et il faut qu'on contribue, c'est une part de recherche architecturale stricto sensu, il faut qu'on contribue en fait à ce questionnement. Et c'est certainement dans les écoles que ça doit commencer, quoi, parce que ça se fait dans les agences bien sûr, mais dans les écoles ça devrait être le cœur de ça. Et puis une transition spatiale et temporelle, parce que ça suppose aussi qu'on s'intéresse c'est-à-dire que l'architecture, c'est pas uniquement l'édifice, bien évidemment, c'est les rapports entre la ville et la nature, c'est la question du sol, la question de l'infrastructure. C'est pas simplement la ville, mais c'est aussi la ville périurbaine, c'est le rapport ville-campagne, c'est la campagne, c'est le rapport ville-nature, etc., etc. Donc on est sur des sujets qui sont beaucoup plus larges. Et j'en vois qui sourient, mais grosso modo, c'est une responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, moi, par exemple, les étudiants qui travaillent avec moi, en fait, je leur demande de s'intéresser aux milieux naturels, aux plantes, aux écosystèmes, à des questions d'énergie, à savoir comment coule une rivière, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un climat, qu'est-ce que c'est qu'un vent dominant, où il passe, de manière très précise, très détaillée, etc. Et quelles sont réellement les implications de ça, et pas simplement la poutre, le poteau, le mur, etc. Ça, c'est évidemment très intéressant, mais ça oblige à ouvrir le regard et à démultiplier en fait sa capacité d'intervention, ses connaissances, sa culture, sa capacité aussi à travailler avec d'autres disciplines. En fait, vous êtes architecte, vous allez travailler avec des écologues, par exemple, très vite. Une chose que ma génération, ça n'existait pas. Maintenant, je travaille avec des écologues, mais quand je suis sorti de l'école, je ne travaillais pas avec des écologues, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, travailler avec un écologue aujourd'hui, c'est évidemment pas tout à fait pareil que travailler avec un ingénieur béton, vous voyez. Donc ça change un peu quand même le paradigme de l'architecte, il ne se positionne pas par rapport aux autres disciplines tout à fait de la même manière. Donc voilà, grosso modo. Alors j'ai mis une série de références qui pour moi sont importantes, mais il y en a d'autres. Hein, c'est pas, le travail par exemple de toute l'équipe de l'exposition menée par Éric Lapierre en 2020. Alors j'ai enseigné longtemps à Marne-la-Vallée, donc il se trouve que je le connais très bien, je connais très bien cette équipe, puisque c'était issu de l'école. Sur l'économie de moyens notamment, et sa transcription dans l'histoire de l'architecture, par des figures architecturales, des questions très anciennes, par exemple Frank Lloyd Wright en 1932 avec ce texte magnifique de Disappearing City, qui est aujourd'hui une actualité
absolument merveilleuse, en plus avec une poétique incroyable. Le travail de Sébastien Marot sur le rapport ville-campagne, agriculture, architecture. Je mets juste des références, c'est toujours pareil, sur l'économie de moyens, c'est comment on fait. D'ailleurs, il me semble que j'ai fait un cours avec vous en S6 là-dessus, sur. Enfin, si vous, je ne sais pas si vous êtes en S6, non? Oui. Donc, sur comment on optimise finalement, comment une réponse architecturale, en fait, à un moment donné, transforme complètement un milieu. On répond au programme, mais on fait tellement différemment qu'on donne tellement plus que simplement la stricte réponse au programme. Bref, ça vous connaissez du coup, puisque vous avez vu le cours. Comment on habite dans une ville très dense, en bénéficiant quand même du soleil, etc. Ça, c'est des projets qui sont déjà vieux, mais qui sont assez intéressants. La transition disciplinaire, c'est-à-dire le fait qu'un architecte... c'est aussi, par exemple, aujourd'hui, on a l'impression que l'architecture, le paysage, l'environnement, etc., c'est des choses dissociées. Quand on se cultive un peu, quand on regarde l'histoire de l'architecture, on s'aperçoit qu'il y a des tonnes d'architectes qui ont été très, très précis, extrêmement précis sur la question du paysage, la question du rapport au milieu, la question climatique, etc. Donc, par exemple, Leverens, dans la fabrication de son cimetière sur 50 ans de vie professionnelle, de 1916 à 1969. La question du rapport au patrimoine. Alors évidemment, autour de Saint-Étienne, on a... Alors moi, je n'entends pas travailler, je sais que un certain nombre de mes collègues travaillent sur Saint-Étienne. Je pense que c'est un terrain d'études absolument fantastique. J'enseignais en Suisse, j'étais directeur des diplômes il y a 2 ans. Enfin non, l'année dernière, pardon. J'avais 150 diplômes avec 15 ateliers différents, menés chacun par un professeur. Mais enfin, j'avais distribué les 150 diplômes sur la région, là, des plateaux de la Haute-Loire jusqu'à Rochetaillé, Saint-Victor-sur-Loire, la Grande Rue de Saint-Étienne, la vallée de l'Ondaine, etc. C'est un terrain absolument fantastique de recherche et d'expérimentation. C'est génial, c'est absolument génial de travailler sur la région. Mais en même temps, ça ne peut pas être dissocié de travailler aussi sur d'autres territoires, en fait, et de faire des parallèles, en fait, qui nous aident à mieux comprendre dans quelle situation on est, en quoi la situation dans laquelle on est nous aide à interroger les autres territoires, etc. Alors, notamment sur la question du patrimoine. Ça, c'est l'exposition que j'ai mentionnée, Nouvelle richesse. Donc, moi, le titre, on n'en parle pas aujourd'hui, mais le titre du diplôme là, de S9, S10, ça s'appelle Nouvelle richesse. Je reprends ce titre que je trouve particulièrement fertile, fécond, sur des territoires qui seront sans doute très différenciés. Alors je ne sais pas encore parce que j'attends d'avoir le binôme. On va recruter quelqu'un en S9, donc j'attends quand même d'avoir le binôme pour voir exactement le sujet et le lieu. Mais en tous les cas, et qui peuvent aller du village à la métropole, etc. Enfin, c'est pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une certaine agilité en tant qu'architecte. En tous les cas, d'avoir une sorte de décontraction, mais aussi la capacité d'agir dans des territoires qui ont des densités, des caractères, des formulations, des dynamiques qui sont extrêmement différentes, et la capacité de comprendre effectivement ces contrastes. Tout ça, c'est issu de l'exposition Nouvelle richesse, pavillon de Venise, de la Biennale de Venise en 2016. L'agence Jans, par exemple, qui est une agence absolument extraordinaire dans le nord de la France, nord-est. Ou bien les Espagnols, travail d'économie de moyens extraordinaire, qui était aussi d'ailleurs dans la même biennale montré dans le pavillon espagnol qui s'appelait Unfinished. Flores Prats, etc. C'est juste des... Et puis dans les diplômes, là je mets juste quelques exemples de dessins. En tous les cas, il y a le côté transcalaire auquel je crois beaucoup. Alors transcalaire, ça ne veut pas dire, je le dis tout de suite, comme ça c'est clair, en tous les cas en ce qui me concerne, sur le S9, S10, ça ne veut pas dire qu'on fait des cartes, ensuite des plans masse, et qu'à la fin on fait un bâtiment. C'est pas comme ça que ça marche. Moi, ça fait 25 ans que j'enseigne, ça fait 25 ans que j'ai commencé à Clermont-Ferrand en développant une conception transcalaire que j'appelle l'entrelacement des échelles, que j'ai beaucoup travaillé. Et il y a des ruptures d'échelle permanentes. Ce que je disais tout à l'heure, par exemple, la question constructive, c'est une question territoriale. Ça, c'est une première rupture d'échelle, absolument. Et donc, c'est pas une série de cartes. C'est pas je vais du 25 millième au 25e. C'est pas comme ça que ça marche, en fait. En tous les cas, c'est pas comme ça que j'organise la pédagogie. Mais il y a évidemment, par contre, une sorte d'agilité, là encore, et de jubilation, presque, à interroger des échelles. Alors ça, c'était un des étudiants, mais par exemple, des échelles climatiques. Alors lui, il avait carrément fait des cartes de la Méditerranée
à Saint-Étienne pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'était que la Burle et les épisodes Sévenol, etc. Enfin, des trucs absolument magiques sur 500 km, des représentations graphiques. Alors ça, c'est une représentation qui est déjà plus resserrée. Et puis, ça peut aller après sur des échelles intermédiaires jusqu'à des échelles extrêmement détaillées, matérialisées, très très fines en fait en termes de représentation. Mais c'est pas forcément dans un ordre, j'allais dire, croissant. C'est beaucoup plus expérimental que ça. En tout cas, moi, je pense que les méthodes qu'on propose dans le cadre de transition doivent être beaucoup plus interactives en termes de discipline et en termes d'échelle. Voilà. Ce qui est assez exigeant hein, comme exercice, évidemment. Ça demande beaucoup de travail en parallèle et d'apport et de culture. Les liens avec les activités de recherche que je ne détaille pas, mais l'idée quand même, c'est que c'est encore naissant, mais par exemple notamment avec le projet ARTS là, de l'Université de Saint-Étienne, moi, qui m'intéresse beaucoup sur la représentation de la carte, je pense que l'idée c'est quand même d'amener progressivement les travaux de master à des travaux de recherche et de faire une interface entre la question, la question de la recherche en architecture et les questions de société qui sont aujourd'hui posées. Alors moi, pour l'instant, je fais ça beaucoup. Ça a beaucoup lieu dans les agences. Bizarrement, c'est plutôt les agences qui ont la puissance de feu sur les questions de recherche en termes de transition. Mais il faut que cette recherche se relocalise sur ce sujet dans les écoles. Donc, en tous les cas, moi, c'est avec cet objectif-là que je travaille. Voilà. J'ai terminé. J'espère que c'est clair. En tous les cas, je me tiens à votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci Frédéric. Donc nous, on va présenter le domaine FACT, qui est une histoire un peu différente. Puisque moi, vous me connaissez depuis un certain temps dans cette école. Que FACT, à la différence de transition, c'est un acronyme qui constitue 4... Vous m'entendez pas? Voilà, il faut parler très fort. Oui, je disais donc que FACT est un domaine qui a une autre histoire que transition, puisque FACT, c'est un acronyme, forme, architecture, culture, technique, tout cela au pluriel, et que c'est issu, en effet, de la construction de nouveaux programmes qui a nécessité, avec des enseignants qui existaient déjà sous forme d'ateliers, d'établir une relation un peu concertée et d'une certaine manière de conceptuellement se retrouver sur un certain nombre de notions qui faisaient déjà consensus, mais en même temps qui marquaient nos différences. À savoir l'atelier qui était celui de Dominique Vigier. On y reviendra tout à l'heure, mais on développera ultérieurement la question de la spécificité de chacun des ateliers. Et puis l'atelier que, pour ma part, j'avais en responsabilité, qui s'appelle ICAP. Alors, on fait à la fois des choses très différentes, mais en même temps, il y a quelque chose qui profondément nous unit, à savoir la question de la forme, ou les questions de la forme, la question évidemment de l'architecture entendue comme une discipline, j'y reviendrai tout à l'heure, la question des cultures et la question des techniques. Alors, FACT, ça nous amusait aussi, comme tous les architectes, hein, on aime beaucoup agencer les choses, et donc on agence déjà les mots, les concepts. FACT renvoyant assez singulièrement à la fois aux faits, aux choses qu'on appelle en général dans le langage commun le réel. On convoque souvent, les architectes, ils adorent ça, convoquer le réel. Et à la fois, le réel, c'est pas une chose donnée, c'est une chose qui se fabrique. Et il se trouve que le mot fact, factuel, comme le dit très bien l'anglais in fact ou matter of fact, c'est une manière de nous renvoyer au fait qu'il faut fabriquer du réel et que peut-être l'architecture réside là-dedans, dans cette capacité à l'observer, à l'identifier, et ensuite peut-être à le transformer, mais en tout cas à le fabriquer. On pourrait dire, pour résumer, fact, c'est ce qui fabrique de l'architecture versus ce que l'architecture elle-même fabrique. Alors, petite phrase que j'emprunte à quelqu'un qui n'est pas architecte, mais dont je vous conseille la lecture. Robert Bresson, note sur le cinématographe, qui peut être lu, je vous incite, parce que c'est un petit livre, c'est facile, c'est d'une certaine manière des aphorismes, qui peut être lu comme un livre d'architecture. Il suffit de remplacer le mot cinématographe par le mot architecture, et vous avez toute une leçon d'architecture
Un architecte qui ne s'y est pas trompé, c'est Giorgio Grassi, qui considérait ce livre comme un de ses ouvrages les plus fondamentaux pour établir... vous trouvez ça dans un ouvrage qui s'appelle L'architecture comme métier, justement le métier d'architecte. Créer n'est pas déformer ou inventer des personnages ou des choses, c'est nouer entre les personnes et des choses qui existent, et telles qu'elles existent, des rapports nouveaux, telles qu'elles existent, écrits dans le texte en italique. Je crois que c'est extrêmement important dans le travail qu'on entreprend dans FACT, et dans l'ensemble des ateliers, c'est bien celle-là, c'est celle d'essayer de comprendre comment les choses existent. Il y a un livre aussi que je donne beaucoup en référence, qui est le fameux livre de Simondon, du mode d'existence. Le mode d'existence, on pourrait dire, lui c'est des objets techniques, en l'occurrence des modes d'existence de l'architecture. Alors, forme, architecture, culture technique, j'ai tendance à organiser ça en disant forme, architecture, comme d'une certaine manière un couple, et le mot culture et technique, de les associer dans un autre couple. On entend l'architecture ici comme un processus dynamique de production des formes. C'est-à-dire que le mot forme est ici entendre non plus comme une finalité, mais véritablement comme un processus. Et un processus qui est toujours un processus dans une certaine dynamique. Je pense que faire du projet, c'est déjà comprendre les dispositifs, qui d'une certaine manière a été dit d'une autre manière par Frédéric. C'est l'ensemble des processus de cette dynamique. Culture, c'est au sens assez large, c'est l'ensemble des cultures inscrites dans des traditions historiques, comme l'architecture entre autres, bien évidemment, et ancrées surtout dans des pratiques et des pratiques collectives. Quand je dis ça, je ne fais que paraphraser un très beau livre qui, pour moi, est un livre encore de référence, qui est L'architecture de la ville d'Aldo Rossi, qui est vraiment un livre qui est vraiment centré sur cette question, avant même d'être centré sur la forme urbaine, et centré sur la forme que donnent les cultures dans la question des pratiques collectives. Et puis le mot technique, qui tendance évidente pour un étudiant est de le comprendre comme technique de construction, ou technique au sens technologie, nous on l'entend au sens plus large, c'est-à-dire technique d'actualisation de ce que sont les permanences de l'architecture dans, aujourd'hui, les réalités contemporaines que vient très bien de décrire Frédéric aussi, qui sont aussi les questions à la fois environnementales, les questions, même si le mot crise, on y reviendra, de crise écologique, la question de ces réalités-là, comment on les prend en charge dans, justement, ce que j'entends par le mot technique. Et à mon avis, ce qui est important ici à souligner, c'est qu'on ne peut pas dissocier la dimension culturelle de l'architecture de cette dimension, justement, technique. Alors, le plan que je vous propose, il est... Cédric a proposé qu'on soit le miroir ou l'inverse de la pièce, la face d'une autre pièce. Là, moi, je vous ai proposé le principe miroitique, c'est-à-dire je commence plutôt par le Master 2, c'est-à-dire par le diplôme, et je descends ensuite à S7. Même si j'ai bien compris, vous étiez licence, vous allez être plutôt concerné d'abord par le bas, pour ensuite aller vers le haut. Alors, chaque fois, il faut bien comprendre que vous aurez le choix entre deux ateliers. Le Master 2, il a une singularité, c'est quand même une certaine homogénéité. En l'occurrence, il y a le S9 et le S10 cette année concernant ITCAP. Bon, je ne vais pas développer sur chacun des ateliers, parce que ça sera l'occasion de faire sans doute une présentation la semaine prochaine, mardi prochain. Donc je détaillerai. ITCAP comprenait Espace-temps architecture, livre fameux de Guiden, auquel j'ai ajouté un certain nombre, j'allais dire, d'actualisations en me disant espace aberrant, temps de crise, architecture paradoxale, qui se résume par cet acronyme ITCAP, dans lequel en S9 enseigne Sébastien Martinez-Barra, qui nous a rejoint l'année dernière, et donc moi-même, et chaque fois est associé ce qu'on appelle une discipline associée, justement, qui, là, en l'occurrence, dans ce cas, correspond plutôt aux pratiques des arts. Dans Forme, Architecture, Milieu, historiquement constitué par Dominique Vigier, va être rejoint le couple Jérôme Glérou, Séverin Perrault, que vous connaissez par ailleurs, associé avec le champ de l'histoire, en l'occurrence Marie-Agnès Gillot. Ouais, j'ai dit une bêtise. Non ? C'est le mot couple qui vous perturbe. Non. Mais ils auront tous compris. Voilà. Ensuite, en Master 1, c'est un petit peu différent dans le sens où là, vous avez beaucoup plus le choix pour croiser
puisque du 7 au 8, vous pouvez procéder par diagonale. Il n'y a pas de verticalité à partir de là. Mais vous pouvez remarquer quand même que le S8, que ça soit naturel, artificiel, matériel, Evelyne Chalaï, ou lisière productive avec Aude Mermier, vous êtes sur des questions qui ont trait quand même à la question assez, finalement, très présente, je pense, dans les deux domaines, mais entrepris d'une manière assez forte à ce moment-là de la pédagogie, c'est la question de la matérialité. La question, alors, évidemment, lisière productive, vous pressentez que ça va être davantage dans les processus, justement, de production liés au territoire de cette matérialité-là. Avec Evelyne, on se rapproche davantage de la question artifice, art, tous les processus qui lient l'idée de nature et l'idée d'artifice. Ensuite, ou avant tout ça, il y a eu le S7, avec deux propositions qui se sont toujours construites. Alors, c'était un peu... Nous, on est extrêmement... J'allais dire, on prend les choses comme je pense doivent prendre les architectes, c'est-à-dire avec toutes les contingences qui sont aussi la réalité d'une école. En l'occurrence, Xavier, que vous connaissez sans doute, Xavier Vrenat, qui est très impliqué dans la question architecture et politique, et Thierry Hérault, qui, lui, va être dans une dimension, même si la politique marxiste est très matérialiste, lui est dans une dimension profondément matérialiste au sens, voilà, la chose qu'on fabrique. Ce qui nous a amené à faire le projet COM. Alors, le projet architectural COM, résistance du trait, c'est-à-dire la question qui est, à mon avis, une question fondamentale, puisque en licence, vous avez essentiellement fait des dessins sous toutes ces formes, et que vous avez dessiné une chose virtuelle qui serait éventuellement une mise en œuvre. Donc, il y a l'occasion, avec l'atelier de Thierry, d'expérimenter la fameuse, le mythique échelle 1, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on passe d'une mise en œuvre à la question de ce qu'on a conçu et dessiné. Chez Xavier, on va être davantage en effet dans cette question de confrontation à qu'est-ce que veut dire architecture, architecture comme l'art de bâtir, confronté à la question de la production, des processus de production dans les crises, qui existaient déjà au XXe siècle, puisque Marx, ça date déjà d'il y a très très longtemps, mais aujourd'hui remise à jour avec la question, on va dire, des équilibres écologiques et économiques qu'entretiennent l'architecture avec les modes de production. Alors, une des originalités qui m'a toujours plu, et c'est un peu théorique, hein, je m'en excuse, mais vous me connaissez un peu, c'est-à-dire deux domaines, dans chacun des domaines, le choix de deux ateliers, mais pour corser la chose et la sophistiquer un petit peu, vous avez le choix, chaque fois, pour le mémoire, en 3 séminaires, 3 ateliers séminaires. Chacun des séminaires va être constitué par une thématique. Ça sera matérialité et temporalité de l'architecture, donc très lié à la question de la singularité des deux enseignants qui tenaient ça, à savoir Luc Péquet, anthropologie, Marie-Agnès Gillot, l'histoire. Art, architecture, process et réalité, c'est moi-même et Rémi sur la question des arts au sens très large et quelle relation entretient la pratique des arts, de l'art avec la pratique de l'art architectural. Et puis le dernier, bien évidemment, Xavier, je ne redis pas ce que j'ai déjà commenté, technique, politique et environnement, avec Manuel Bello-Marcano et Xavier Vrenat. Pour moi, dans mon évolution d'enseignant, du fait que je suis prof et que je me suis engagé depuis, on va dire, un peu plus de 5 ans dans la question de la recherche, il me semble essentiel, cette dimension me semble essentielle. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée que les ateliers projets se devaient d'avoir tout aussi, j'allais dire, fondamentalement et sérieusement, des ateliers séminaires qui ne cherchent pas forcément une relation directe ou un lien comme ça tout à fait évident, mais que vous fassiez l'effort, en choisissant ces différents ateliers, de créer vous-même une certaine idée de ce que peut être ce rapport aux mémoires, ce rapport du travail théorique fondamental de l'architecture à la question de la pratique du projet dans les ateliers. Alors, forme, c'est un mot très ambigu. Quand on l'a choisi, on le défend vraiment de manière assez véhémente, avec Dominique, moi-même, et puis les collègues qui nous rejoignent. Parce que très vite, forme, c'est formalisme.
Et aujourd'hui, c'est un mot qui n'est pas très politiquement correct, puisque souvent, en effet, on reproche beaucoup à l'architecture de ne s'intéresser qu'aux questions de forme. Alors, sans être trop assommant, on voudrait redéfinir cette notion en disant que le concept de forme, pour nous, est étendu à sensiblement l'ensemble et la diversité des pratiques, à la fois techniques, artistiques, de la question de la mise en forme, avec cette question qui me semble essentielle et qui boucle avec le souci de gens comme Xavier sur la question du politique, c'est-à-dire quelle relation tout ça entretient, y compris avec tous les mouvements aujourd'hui qu'on connaît d'émancipation de nos sociétés. C'est-à-dire que derrière les formes, il y a évidemment les formes politiques, il y a les formes économiques et il y a les formes sociales. Et que vous ne pouvez pas dissocier quand vous faites un travail de dessin, y compris des plus élémentaires éléments, on va dire, de géométrie, vous êtes déjà dans une forme sociale que vous organisez. Donc nous assumons dans FACT ce travail des conditions architecturales les plus disparates, c'est-à-dire que les programmes auxquels vous allez être confrontés dans chacun des ateliers, ça va être des échelles très différentes, ça va être des sociétés potentiellement très différentes et des paysages et des environnements très différents et souvent assez contradictoires. Cette question de l'inquiétude et de la mise en forme, moi, me semble essentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui nous poussent à ne pas donner forme aux choses, à laisser sous prétexte que les choses sont dans l'incertitude, sous prétexte que nous-mêmes, nous n'avions pas acquis toutes les compétences que nous devrions avoir, c'est-à-dire que la situation professionnelle dans laquelle on se trouve, y compris nous-mêmes, elle est équivalente à celle que vous devez pressentir, c'est-à-dire il vous manque toujours quelque chose. Donc, sous prétexte, on ne va pas au bout de la mise en forme. Nous, on pense tout au contraire. C'est par la mise en forme qu'on peut s'interroger davantage sur le réel et que par ailleurs, on peut créer comme ça un processus assez dynamique, y compris dans l'interaction sociale et je vais dire même sociétale qu'on peut avoir avec les milieux dans lesquels on intervient. Donc, je terminerai en disant FACT souhaite ainsi se confronter avec l'écriture du projet architectural aux enjeux des formes les plus paradoxales, les plus vulnérables aujourd'hui, des conditions dans lesquelles nous sommes et puis dans lesquelles surtout, Frédéric faisait bien de l'insister, c'est-à-dire dans lesquelles sans doute vous allez vous trouver très rapidement dans les quelques années qui vont suivre. Une chose aussi importante, c'est-à-dire dans ce rapport qu'on a entretenu, je me rappelle des premières réunions qu'on avait eues notamment avec Dominique, c'est celle de prendre acte d'une chose qui est la pluralité, évidemment, c'est issu de ce que je viens de dire précédemment, de la pluralité des formes d'exercice, de l'architecture, je dirais pas que du métier, je dirais même de l'architecture. Il y a plusieurs formes d'exercice de l'architecture et l'architecture s'exerce de plusieurs formes. Donc on prend acte de ça et c'est pour ça que la question politique, technique et esthétique, elle est abordée, j'allais dire, dans un rapport toujours ensemble. Il n'y aurait pas une tendance plutôt politique, une tendance plutôt esthétique et une tendance davantage technique. Même s'il y a une singularité dans les ateliers que je vous ai montrés, il s'agit bien d'avoir un rapport, alors toi tu dis dialogique, moi je dirais presque, une chose qui me semble importante, qui est un rapport dialectique assez fort avec ça. Et je dirais, sans trop m'avancer en conclusion, qu'on veut avant tout que vous soyez engagés. C'est-à-dire ça va nécessiter dans chacun des ateliers et des séminaires que vous allez entreprendre, d'avoir une certaine forme d'engagement dans tous ces processus créatifs, que vous ayez aussi une certaine liberté et un choix sans a priori. C'est-à-dire qu'il faut essayer en même temps d'être dans un engagement, mais en même temps de sortir des a priori, y compris des a priori formels, et de s'engager de tout ce qui concerne pour nous la fabrication de ce qui fabrique l'architecture, malgré tout ce qui peut résister et malgré tout ce qui peut aujourd'hui nous dissuader à finalement dire, avoir un rapport un peu, désabusé avec la question de l'architecture comme discipline qui se pose comme autonome. Voilà. Je vais peut-être laisser quelques conclusions à Cédric. Non, pour l'avenir, non. Alors, ce qu'on a décidé, c'est de vous représenter les ateliers par la suite sous une forme plus indépendante, c'est-à-dire que si Séverin est là, alors est-ce que je sais, on a discuté sur le fait que mardi prochain, on souhaitait s'organiser entre nous pour vous proposer la singularité
d'enfac de chacun des ateliers. Je ne sais pas si c'est acté, ça. Oui, pour le M2, mais bon, ça peut élargir. Moi, je pense que... Alors, une chose que j'ai oublié de dire, hein, moi qui me semble vraiment importante et qui a tendance à me rendre nerveux, c'est le fait que, voilà, vous êtes en licence, mais il se passe plein d'autres choses dans l'école qui dépassent simplement la licence. Et en particulier, il y a, je le regrette beaucoup, mais je sais que c'est lié à des contingences d'organisation de planning, que vous puissiez assister à des PFE. Parce que les soutenances de PFE, c'est quand même un moment important, évidemment, puisque ça conclut les études, mais c'est aussi un moment où vous voyez vraiment en live. C'est-à-dire, moi, je peux discourir pendant des heures sur cette question. Ce qui prend corps, c'est éventuellement, évidemment, le travail des étudiants quand ils soutiennent les PFE. Alors, il y a un certain nombre de brochures qui existent historiquement, qui sont, même si ça commence à dater, hein, le livre des diplômes, et puis il y a surtout les soutenances, voire les corrections, voire même les ateliers. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours invité à ce que vous puissiez rentrer dans un atelier et à venir assister à un échange. Il faut comprendre qu'en master, vous allez être dans un dispositif évidemment beaucoup moins lourd, puisque les promotions seront quand même beaucoup plus légères, et qu'on est dans un rapport beaucoup plus de dialogue, et j'allais dire d'interaction, qui fait que déjà, ça vous met, j'allais dire, un peu... c'est-à-dire qu'il va falloir être maintenant un petit peu dans un autre registre que celui prof-étudiant. Et que par ailleurs, moi je pense que ça joue beaucoup, en fait. Ce dont on ne parle pas, c'est qu'en fait, il y a toujours un implicite qui est une espèce de relation qui parfois fonctionne entre étudiants et enseignants, que le programme raconte assez peu. Donc pour ça, je pense qu'il faut que vous... faut que vous vous renseigniez. Il y a encore, je crois, 2 semaines, il se passe des choses dans des ateliers. Donc voilà, vous pouvez interpeller à la fois les étudiants qui sont dans chacun des domaines, en particulier dans mon atelier, dans l'atelier de Dominique, et puis voir ce qu'ils fabriquent, c'est le cas de le dire. On conclut? Voilà. Oui, alors s'il y a des questions, on répond aux questions, bien sûr. Alors, il se trouve que vous avez compris, faut être pragmatique. Soyons pragmatiques. Le fact, c'est quand même très constitué dans l'équipe. C'est très constitué, j'allais dire, c'est pérennisé. Voilà. Transition, c'est quelque chose de vraiment qui se renouvelle. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est en transition. Donc, il faut accepter, il faut faire confiance à Frédéric. Et il est vrai qu'il va y avoir des postes il va y avoir un recrutement qui va sans doute être organisé pour le S9. Et concernant, si je comprends bien, le S7 et le S8, là, il y a la singularité de Marie cette année qui normalement est en S8, mais qui cette année a fonctionné avec des étudiants des 2 domaines, mais à caractère un petit peu exceptionnel. Autour du Solar Décathlon, voilà. Où on a ouvert aux 2 domaines la possibilité de mettre en place cette recherche sur le Solar Décathlon. Alors on peut peut-être, moi je me permets de désamorcer une bombe potentielle, c'est-à-dire celle du traumatisme, de dire il y a 2 trucs à choisir, donc on est environ, je ne sais pas, vous êtes une centaine, 80, voilà. Donc il faut qu'il y en ait tant d'un autre. Voilà. Les choses, on verra s'il y a besoin, s'il y a un déséquilibre qui devient problématique, on reviendra vers vous et les choses se feront dans la négociation et dans le dialogue. Voilà. Mais ça oblige. Attendez, moi j'insiste là-dessus. Pour qu'il y ait dialogue et pour qu'il y ait éventuellement le mot négociation. Je crains un peu le terme. C'est plutôt un terme de... Voilà, il y a quelque chose à modérer. Il faut que vous ayez travaillé sur la question. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous présente, bon, vous entendez, hein, j'imagine que vous avez assez bien compris quand même les grandes lignes, mais il faut quand même que votre projet... Il faut que vous ayez un projet, en fait. Hein, sur non seulement sur votre avenir, mais un projet sur quel PFE vous voulez amener à terme, quelles sont les questions qui, en germe, vous souhaitez porter, et que vous essayez ensuite, éventuellement, si on est appelé à devoir dialoguer avec vous, on puisse dialoguer sur, j'allais dire, excusez-moi de le dire, sur des faits, hein, sur des choses factuelles, voilà, et non pas sur simplement des choses dont on peut pas, qui sont de l'ordre de l'affect et dont on ne peut pas faire grand-chose en l'état.
Oui, toujours. Alors, les porosités, elles peuvent se faire à travers des événements, parce que quand on parle de recherche, on parle de gens très sérieux qui tout d'un coup se mettent à faire des doctorats et se mettent des médailles là comme ça. Bon, voilà. Non, en fait, la recherche, c'est une chose qui se construit. Ça se construit à l'université à travers des choses qui sont très établies, qui s'appellent des colloques, voire des journées d'études. Et ce que vous ne savez pas, mais c'est dommage, il s'organise des fois des journées d'études à l'ENSAS. Il s'organise des fois des workshops recherche. Je pense qu'on va travailler pour que ça se passe le plus souvent possible. Et là, vous allez croiser des gens qui viennent des deux domaines. C'est-à-dire, par exemple, sur des... Il l'a évoqué un peu de manière en filigrane, par exemple, Frédéric. Il parlait de ARTS. En fait, ARTS, c'est un organisme un peu... Enfin, bref, il y a un projet qui est notamment sur un atlas. Bon, il est évident que si l'école se lance dans cette histoire-là, les deux domaines vont y être associés. Très directement, les étudiants ne seront pas forcément concernés en premier chef, mais très vite, il se peut qu'il y ait des travaux collaboratifs qui seraient établis avec eux. Mais on va dire qu'il faut lire ce choix, vous devez quand même admettre, j'allais dire, la structure. C'est comme en architecture, il faut admettre le principe structurel. Après, ce principe structurel, là-dessus pourra se greffer plein de choses autres que l'enseignement, l'enseignement initial. Et à partir de là, il y a des croisements qui se font. Et puis ceux qui assurent un peu la porosité, c'est bien évidemment, tu vois, Bello Marcallo, évidemment, il est très teinté fact, mais évidemment, il va intervenir dans les autres domaines. De la même manière qu'un certain nombre d'ingénieurs vont devoir aussi venir très précisément dans fact. Mais c'est vrai que pour l'architecture, pour les ateliers et pour une certaine idée de l'architecture qu'on porte dans les ateliers, il faut construire cette structure. Merci pour la présentation. Moi, je voulais revenir sur un aspect qui n'est pas celui de la présentation en lui-même des deux domaines. On s'en est un peu tous parlé dans la promotion, c'est de la date de la présentation des masters. Ouais. Aujourd'hui à l'ENSAS, qui arrive le 14 juin. Les choix d'Erasmus et les choix de transfert sont déjà faits. Ouais. Donc c'est pour les années suivantes. Non, mais c'est important de l'avancer et qu'il y ait moins de transferts, parce que les deux domaines qu'on nous propose, ils sont géniaux, sauf qu'on n'est pas au courant avant, on est dans la tête dans le document. Mais là, pour y répondre un peu platement, c'est quelque chose qui est toujours en construction, qui va se construire, et ce n'est pas une question de date. C'est-à-dire que les domaines, on va être progressivement un peu plongé dans la valeur de ces deux domaines, dans ce qu'ils apportent. Le fait d'avoir testé une première chose autour des conférences. Voilà, Solar Decathlon, on va le montrer en exposition au mois de septembre. Enfin, c'est quelque chose qu'on va essayer de construire au sein de l'école, c'est que cette espèce de double imaginaire entrecroisé, il est en permanence alimentant l'énergie de l'école et vice-versa, en fait. Donc, ce n'est pas une question de 15... Voilà. Je rebondis. Tu vois, je rebondis. Là, vous, en tout cas, oui. Vous avez je rebondis sur ce que tu dis, là, parce que si tu veux, alors, pour qu'on se comprenne bien, avec Sébastien, et ensuite ça s'est enchaîné presque avec Dominique qui a fait une exposition sur le S9. On a fait l'exposition dont tu as parlé sur la question, tu as très bien énoncé, c'est-à-dire sur une thématique qui a priori est une thématique transition, sauf que la manière, c'est pour ça que j'insiste, hein, la forme qu'on donne aux choses et la manière dont on fabrique les choses sont plus intéressants que le thème. C'est pour ça que les domaines ne sont pas des domaines thématiques. Hein. Bon, il y a eu ces deux expositions, vous les avez peut-être vues ou entreaperçues. Mais c'est vrai qu'à un moment, on a manqué de clairvoyance pour ne pas les exprimer en disant, voilà, on montre le bilan d'un travail, mais c'est aussi pour montrer, d'une certaine manière, ce que je viens d'énoncer de manière très concrète. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a un problème de... le mot communication renvoie tout de suite aux gens de la communication, c'est pas ce que je veux dire, mais on a un problème très simple, qui se fait plein de choses à l'école, qui a plein de moyens de transmettre, et que d'une certaine manière, malgré la taille de l'école, on vit en vase clos et on ne fait pas les liens. Hein, nous-mêmes, on ne fait pas les liens et on ne vous aide pas à faire les liens. Parce que là, si tu veux, très précisément, j'ai envie de dire, j'aurais pu faire cette présentation en même temps qu'a été présentée l'exposition, ça aurait été encore même plus explicite. Voilà, donc il faut qu'on trouve un peu ce rythme. Bon, on ne vous cache pas, moi je vais être très clair, hein, c'est-à-dire que Covid plus tout ce qui s'est passé à l'école, moi je suis content d'être encore là. Hein. Non mais...
Et on est content que vous soyez encore là. Vous n'ayez pas pris. Voilà. Bon, donc ça veut dire qu'on repart un peu à zéro parce qu'il y a plein de mécanismes, de choses tout à fait évidentes. Il parlait tout à l'heure d'une école. Il parlait de Mendrisio, j'en parle même pas, mais il parlait de Marne-la-Vallée. C'est vrai que c'est des écoles qui sont dans une espèce de. Il y a une espèce de fluidité qui s'est créée, qui fait que après, ils n'ont plus besoin de. Voilà, les choses, les étudiants comprennent. Enfin, le mécanisme est en place. Moi, j'avoue que je comprends très bien votre désappointement, mais nous, le truc est grippé quand même. Donc, il faut du temps. Cédric arrive, il a un peu sa burette d'huile, mais ça ne suffit pas. Et voilà. Donc, il faut que nous-mêmes aussi, on se réinterroge sur des choses. Voilà. Mais désolé pour les. Voilà, vous essuyez un peu les plâtres, mais c'est clair que. Voilà. Là, c'est clair. Tu vois, par exemple, il y a des choses. Alors, après, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais par exemple, avec Rémi Jacquier, dans FACT, plus globalement, mais en plus dans ITCAP, on va essayer d'organiser une exposition qui va toucher, alors qui va être une exposition liée d'ailleurs à l'extérieur de l'école, à la question de pratique de l'art en écho avec ce qu'on fait, mais en même temps de présenter aussi des travaux d'étudiants diplômés, de diplôme. C'est-à-dire, il y a l'idée aussi de prolonger les choses dans la recherche, mais même au-delà de la recherche, dans les pratiques d'exposition, que le travail aussi que vous entreteniez avec ce que vous allez faire en master dépasse le simple stade de l'évaluation et de la sanction, voilà, qu'on ait un côté un peu dynamique. Donc ça, si vous voulez, c'est aussi des projets, c'est difficile d'énumérer ça à la suite, mais c'est des choses en tout cas qui avec les gens qui vont nous rejoindre, voilà, on souhaite construire et que vous soyez aussi force de proposition par rapport à ça, hein, évidemment. Bah, je te donne le micro, attends, parce qu'on va partager. C'est juste que les choses, c'est d'évoquer, enfin, ça nous motive pour finir cette année, ça ouvre des portes, ça évite peut-être aussi à l'école d'avoir autant ces demandes de transfert, enfin, ça fait rester, ça attire, il faut qu'on en soit conscient, il faut qu'on le valorise, et en premier lieu pour nos étudiants, je pense, et c'est pour ça que cette année, on accepte l'essuyage de plâtre, mais pour les années suivantes, si ça pouvait arriver en novembre ou décembre, ça serait nickel. Oui. Oui, non mais. Vous avez d'autres questions? Ah, il y a une chose qui va poser une question. Non, mais je comprends très bien le truc, mais par exemple, le S8, pour le moment, il est en cours. On rend le 23. Je sais que Thibaut de Vandeuil vous tient jusqu'au 28. Donc, vous ne pouvez pas être là à la présentation le 23. Moi, demain, j'y suis encore en atelier. Je vous propose que vous puissiez passer. J'ai fait correction ce matin. Ils avaient un partiel cet après-midi. J'y suis encore demain matin. Donc, demain matin, je sais pas, vous pouvez passer, voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on rend, j'amènerai des documents. Voilà, donc... Passez en atelier, peut-être que Aude sera sûrement à même de faire la même chose que moi un autre jour. Donc venez, moi on vous montre les modes de rendu, les thématiques abordées avec naturel matériel artificiel, le voyage en quoi il consiste, comment on convoque, je sais pas, des visites de carrières ou de matériaux différents, comme cette année on est allé visiter la carrière de Hauteville, et comment on le met en symbiose et en relation avec le projet. Voilà, enfin, on peut vous montrer des choses comme ça. L'atelier architecture-écriture avec l'ENS de Lyon, enfin, c'est aussi ça le S8, enfin, pour ma part. Donc, moi, demain, si vous voulez, demain matin, pas demain après-midi, parce que je suis en rapport, vous le savez, on est en rapport d'études, hein, c'est ça? Voilà, je crois bien. Donc, demain matin, c'est possible. Venez, on vous montre des choses. Oh, toute la matinée, 4 heures? Ouais. Bon. Ouais, c'est vrai que moi je me fais un peu. Je me fais un peu l'avocat aussi de. Bon, il sera là sans doute mardi prochain pour présenter son atelier, même s'il va nous quitter incessamment sous peu. Dominique Viger, il insistait beaucoup sur un mot. Alors en effet, on peut le comprendre. Il y a quand même la question aussi d'une atmosphère d'atelier. Et ça, alors c'est très dangereux parce que c'est plein d'implicites.
Hein, moi, je vais essayer de vous développer des choses explicites. Mais c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas un meilleur moyen aussi de sentir... la thématique, elle ne va pas vous aider, parce que je pense qu'en effet, ce que travaille là, Evelyne et d'une certaine manière aussi Aude, c'est des choses, si on prend les thématiques, on pourrait les retrouver dans Transition. Donc, si vous voulez, il n'y a pas une question idéologique ou une question de doctrinale très forte, c'est simplement une manière de prendre les questions. Et ça, je pense que c'est à vous de voir quelle est la manière qui vous semble voilà, vous titiller le plus, quoi. Après, Une station de ski, mais à transformer en station 4 saisons. Été, enfin, toutes les saisons donc, seront mis en œuvre sur cette nouvelle station qui n'est pas très loin. Donc, et puis il y a le processus de comment on va y arriver, toutes les questions écologiques abordées, toutes les questions qui sont de l'ordre de la retenue d'eau, de ce combat incessant avec la neige artificielle. On est pour, on est contre, hein, c'est politique cette histoire aussi. Combien d'arbres on abat pour pouvoir faire une réserve d'eau de tant de mètres cubes? Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas? Au jury, il y aura Madame de Villèle qui est en charge du dossier à la DDE de Saint-Étienne et qui attend des réponses très précises. Et on va être à côté, nous, parce qu'on prend licence sur ce qui est demandé. On est en école d'architecture, on n'est pas des sous-travailleurs de la DDE non plus. Hein. Donc voilà, il y a tout ça aussi, ce risque aussi que l'étudiant prend en présentant un projet. Bon. Donc c'est aussi, comme dit Pierre Albert, aussi une ambiance d'atelier, c'est certain. Peut-être je remets une petite couche sur l'idée d'aller voir ce qui se passe dans les ateliers pour une raison toute bête. Il faut pousser les portes. Hein. En fait, c'est la question du langage architectural. Ce qu'on a écouté ce soir, c'est pas juste des sujets, mais c'est aussi des méthodologies, des pratiques, des manières de faire, de dessiner, de produire. Et si vous voulez, moi, il y a un truc que j'aime toujours bien, enfin, c'est l'histoire du langage chez Saussure. C'est pas qu'on pense à quelque chose et puis tout d'un coup on l'écrit ou on le verbalise. Le simple fait de verbaliser, d'écrire, de dire, d'énoncer, donc en architecture, de faire des dessins, des plans, ça change la nature du projet. Manipuler l'architecture, ça change la nature de l'architecture. Donc, si vous voulez, et tout le machin de Saussure, c'est ça. On a un cerveau gauche et un cerveau droit, et on alterne entre le gauche, le droit. On peut avoir des intuitions fulgurantes qu'on va essayer de, a posteriori, rationaliser, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de mécanique assez riche comme ça qui permet de jouer. Ce que tu dis là, alors les travaux pratiques, c'est par exemple quand je vous expliquais FACT, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est-à-dire, on a dû, entre collègues, négocier un principe pédagogique, et c'est bien sur les mots, forme, architecture, culture, technique, que c'est construit notre mode de pensée, si vous voulez. Enfin bon, ça, vous pouvez des architectes qui comprennent assez vite ça. Hein. Voilà. Et c'est pour ça que j'insiste un peu lourdement, la question de la mise en forme, c'est pas la mise en forme et le sens d'abord, quoi. Voilà. Donc ça, dans le langage, évidemment, l'architecture est un langage, oui, ça fait partie aussi des choses doctrinales. Et donc c'est ce travail-là qui est vraiment au centre du domaine. Donc, si vous avez goût à ça, donc moi je prends cette formule, Rossi disait un truc comme ça, hein, l'architecture c'est l'art de machin à chewing-gum jusqu'à ce qu'il ait plus de goût. Donc il y a l'art de la ressasse quand même, l'art de travailler les choses comme ça. Donc je pense qu'il faut que... Je complète en rappelant ce que je disais l'autre jour à Rosie et à Pauline en suivi de RE. Les fiches sont là. Elles existent, on les a trouvées, je leur ai en visio, hein, on est allé chercher les fiches sur Internet. Elles existent, ces fiches. C'est pas simplement, quand vous tapez programme, c'est pas simplement se dérouler un petit peu imbuvable, qui est bon. Mais c'est surtout les fiches qu'il faut aller lire. Les fiches, elles vous donnent aussi les ECTS, tout ce qui est technique et tout ce qui ne nous intéresse pas, nous, enseignants, mais vous, étudiants. Mais en tout cas, elles donnent le contenu. Et elles donnent aussi une chose qui est très précise. Les mots qu'on a employés pour écrire ces fiches, les enseignants titulaires de l'enseignement ont écrit les fiches, elles ne sont pas écrites d'une façon générique. Donc les mots employés sont très importants. Et puis la bibliographie. Moi je pense que la bibliographie, tout comme l'ambiance de studio, confère à comprendre ce que l'enseignant veut vous faire passer, veut vous faire lire, tout bêtement. Mais en tout cas, tout ce qui va être de l'appui de l'atelier. Ça c'est important. Allez voir, ayez au moins cette curiosité. Je pense que ce n'est pas simplement des titres. Mais les fiches existent et elles sont sur intranet. Allez les voir, quoi. Lisez-les, tout. Allez, combien? Ça fait 4 fois 2, 8. Ça en fait 8, quoi, à lire. C'est pas. Bon, alors ils sont en train de dire qu'on va boire des coups. Donc c'est ça. Ben, on va boire des coups. Il y a d'autres questions? Ça? Et concrètement, sur comment remplir
choix à quel moment, comment le rendre à l'administration. Ouais, faut que ça on va évite, vous ça. l'envoyer par mail. Ouais, C'est pas faut encore que tout ça à fait au évite. point. Ouais, faut que ça évite.